Dans un article récent publié dans le Journal of Finance, Peters et Wagner tentent d'apporter une réponse à une question largement débattue dans l'actualité. Les niveaux importants de rémunération des hauts dirigeants d'entreprise trouvent-ils en partie leur explication dans un risque accru et subi de perte de job? De nombreuses observations factuelles soulignent combien la perte que subit un PDG ou CEO licencié peut être élevée. Réputation entachée, plus grande difficulté à retrouver une position équivalente. Le risque est à l'évidence réel. Mais il ne suffit pas de constater une augmentation conjointe des niveaux de rémunération et des risques financiers encourus. Encore, faut-il produire des résultats probants en matière de causalité? Est-ce que ce sont les risques accrus qui causent des rémunérations élevées? Ou bien, est-ce que ce sont certaines caractéristiques des dirigeants de ces CEO qui expliquent à la fois les niveaux élevés de rémunération et ceux de risque? On peut très bien avoir des entreprises très innovantes qui cherchent à attirer des dirigeants talentueux pour exploiter leurs opportunités de croissance. Ce type d'individu est disposé à accepter des systèmes de rémunération à base d'actions ou d'options sur actions. Ces systèmes de rémunération sont par nature plus risqués. Il peut donc y avoir corrélation entre une forte rémunération et un risque élevé, sans causalité réelle, car la rémunération n'est pas ici la contrepartie d'un risque. L'argument de base retenu par les auteurs est que plus la probabilité d'être démis est élevée, plus le risque supporté par le dirigeant est grand, et donc plus il sera exigeant en termes de rémunération. Pour réaliser ce test, Peters et Wagner ont donc jugé utile, dans un premier temps, d'estimer des probabilités de rupture brutale. Pour mettre en évidence une relation entre risque et rémunération, Peters et Wagner procèdent ensuite à une étude en coupe instantanée. Il est donc nécessaire de disposer de suffisamment d'observations avec des mesures de risque différentes. Cependant, pour s'assurer que les variations de risque ne proviennent pas de caractéristiques propres aux dirigeants, qui affecteraient aussi leur rémunération, les auteurs ont recours ici à la technique dite des variables instrumentales. L'instrument est ici une mesure de probabilité d'être démis, estimée non pas à partir de caractéristiques propres aux dirigeants, ce qui exposerait à un problème d'endogénéité, mais à partir de caractéristiques de secteur que ces mêmes dirigeants ne peuvent pas affecter. Les risques de rupture sont en effet plus élevés dans certaines activités que dans d'autres. De plus, pour renforcer les tests, les auteurs utilisent dans la seconde étape des estimations un certain nombre de variables de contrôle susceptibles d'affecter les rémunérations des CEO. Dans une première étape, une variable grand F mesure le fait que le dirigeant a été démis contre son gré. Elle vaut 1 si c'est le cas, 0 sinon. Cette variable grand F, binaire, est ensuite régressée sur un instrument grand Z qui est une des deux mesures de risque du secteur, et un certain nombre de variables de contrôle grand X pouvant affecter la décision de séparation. De plus, des effets fixes par année sont introduits pour tenir compte des changements qui ont pu affecter
les conditions entourant les firmes et les secteurs. Dans une seconde étape, une variable grand C mesure le niveau de rémunération totale du dirigeant, de sa compensation globale. Le logarithme de cette variable grand C est ensuite régressé sur la probabilité grand F de licenciement estimée à partir du premier modèle. Un certain nombre de variables de contrôle grand X pouvant également affecter le niveau de la rémunération sont alors introduites. De plus, des effets fixes par année sont introduits pour tenir compte, là encore, des changements qui ont pu affecter les conditions d'activité des firmes et des secteurs. Deux méthodes ont été utilisées pour mesurer la variable dépendante au sein du premier modèle. La première est celle suivie par Parinaud dans son article de 1997. Elle consiste à exploiter les coupures de presse. Elle est longue à mettre en œuvre et expose le chercheur à deux types de problèmes. 1. La couverture par la presse n'est pas constante dans le temps. Elle est plus forte dans les années les plus récentes. Et 2. Elle est plus légère pour les petites entreprises que pour les grandes. Aussi, un certain nombre de départs forcés sont nécessairement oubliés à travers cette méthode. Une deuxième approche, plus simple, a été choisie. Elle est fondée exclusivement sur l'âge du dirigeant. Un départ d'un dirigeant jeune a une plus grande probabilité d'avoir été forcé. Pour choisir l'âge critique, différents seuils ont été retenus dans l'analyse. Le risque du secteur est censé affecter la probabilité de départ forcé du dirigeant. Deux mesures de risque ont été retenues par Peters et Wagner. 1. La volatilité des rendements mensuels des cours boursiers pour chacun des 48 secteurs identifiés par Fama et French. Et 2. Une autre mesure a été mobilisée en complément. Elle est dérivée d'une moyenne des notes de crédit attribuées par Standard & Poor's aux entreprises composant ces 48 secteurs. Enfin, les variables de contrôle concernent tout à la fois des caractéristiques particulières de chacune des firmes. Par exemple, la performance passée de leur cours boursier ou encore le ratio Q de Tobin. D'autres variables de contrôle concernent les caractéristiques des dirigeants eux-mêmes, leur âge, leur ancienneté, toutes caractéristiques pouvant affecter la probabilité d'un départ. Enfin, parce que la décision de séparation est du domaine et de la compétence des conseils, des variables liées à la gouvernance ont été ajoutées. Au sein du second modèle, deux méthodes ont été utilisées pour mesurer la variable dépendante. La première mesure du niveau des rémunérations est obtenue en prenant le logarithme des rémunérations totales exprimées en dollars de l'année 2000. Une deuxième méthode a été utilisée pour tenir compte des différences de risque en fonction des modes de rémunération. Salaire, attribution d'actions, plan de stock options. Le modèle développé par Ingersoll dans son article de 2006 permet de tenir compte d'une aversion au risque des dirigeants et des contraintes qu'ils subissent dans la détention des titres d'action. C'est ce modèle qui a été utilisé par les auteurs pour mesurer un équivalent certain des rémunérations totales. La variable explicative dans ce deuxième modèle de régression est l'objet même de ce test. C'est la probabilité
estimée de départ forcé. Ici, la mesure de cette probabilité est l'estimation produite par le premier modèle de régression estimé au premier niveau de l'analyse. Peters et Wagner introduisent dans cette deuxième étape un grand nombre de variables de contrôle susceptibles d'affecter le niveau des rémunérations. Certaines, une fois encore, ont trait aux spécificités de l'entreprise. La taille, l'importance des opportunités d'investissement ou encore le risque particulier. D'autres sont relatives aux caractéristiques propres du dirigeant, comme son âge, son ancienneté, son enracinement. Enfin, des mesures de la qualité de la gouvernance ont été introduites à travers la taille du conseil, le nombre d'administrateurs indépendants ou encore l'indice de Gompers. Peters et Wagner ont constitué un échantillon composé exclusivement de sociétés américaines étudiées entre 1993 et 2009. Cet échantillon contient 29 211 observations ou firmes années, qui portent sur 799 départs forcés, identifiés à partir d'un effectif total de 3 360 remplacements de CEO, quelle que soit la mesure retenue de risque du secteur, volatilité des cours ou rating moyen des firmes. La probabilité de départ forcé est affectée de manière significative par le risque du secteur. La variable instrumentale choisie apparaît donc ici pertinente. Concernant les variables de contrôle, la probabilité de départ forcé est plus élevée pour les grandes firmes et les plus risquées. Elle est plus faible pour les entreprises les plus performantes et les plus prometteuses. L'instrument utilisé pour estimer la probabilité de départ forcé, à savoir le niveau de risque dans le secteur, permet de capter suffisamment de variations dans les probabilités de départ. Elle passe en effet de 1,6% pour le premier quartile à 4% pour le troisième quartile. Enfin, l'écart type de ces estimations est de l'ordre de 2%. Les coefficients estimés à la deuxième étape mettent en évidence un effet positif et très significatif de la probabilité estimée de départ sur le logarithme des rémunérations. Les coefficients sont toujours significatifs lorsque la rémunération totale est ajustée pour l'aversion au risque et au coût implicite des contraintes pesant sur la détention d'actions. D'autres résultats montrent que le coefficient reste significatif quand les variables de contrôle sont plus nombreuses ou lorsque la probabilité de départ forcé est estimée à partir de l'autre instrument, c'est-à-dire une mesure de risque fondée sur les notations de crédit. Il est intéressant de relever qu'une variation d'un écart type de la probabilité de départ forcé, soit 2%, engendre une variation de la rémunération totale de l'ordre de 46%, si on se réfère au coefficient estimé dans la deuxième régression de 18,78. Si on prend en compte, à titre de comparaison, l'impact de la variable taille, une variation d'un écart type de cette variable, soit 1,76, engendre une variation de 99% si on reprend le coefficient estimé dans la deuxième régression de 0,39. Au total, l'effet risque de licenciement est loin d'être négligeable, puisqu'il est de l'ordre de la moitié de celui de la taille. Peters et Wagner fournissent nombre de résultats complémentaires. Ils montrent, par exemple, que si les contrats des dirigeants
contiennent des clauses de protection en cas de rupture brutale, alors leur rémunération est moins sensible au risque de départ forcé. Il montre aussi que si l'aversion au risque des dirigeants est supposée plus élevée, alors l'équivalent certain de la rémunération est plus faible, et le lien avec la probabilité de départ forcé diminue. On ne peut donc pas ignorer qu'une partie de la prime de risque exigée par les dirigeants est liée au risque inhérent au mode de rémunération. Ceci étant, le lien persiste et le risque de départ forcé est toujours rémunéré sous cette forme. Enfin, l'identification de la nature forcée du départ a été réalisée à partir de la presse. Il est clair que les cas recensés sont certainement les plus médiatiques. Il est donc possible que le surcroît de rémunération soit lié à des facteurs associés à cette médiatisation. En reprenant un classement des départs forcés uniquement en fonction de l'âge des dirigeants, Peters et Wagner montrent que l'association reste toujours robuste et que l'effet de médiatisation est secondaire. En conclusion, cette recherche empirique permet de soutenir la thèse qu'une partie des variations des rémunérations des dirigeants américains trouve son explication dans un risque accru de rupture brutale de leur contrat. En étendant cette observation à une analyse temporelle, l'argument soutient la thèse de Kaplan et Milton, selon laquelle l'augmentation observée ces dernières années dans les rémunérations des dirigeants trouve sa cause dans une rotation plus rapide dans les postes. Pour finir, cette recherche s'inscrit en quelque sorte en faux contre les arguments de ceux qui soutiennent que les dirigeants ont augmenté abusivement leur rémunération en se ménageant les bénéfices d'un fort enracinement. Le marché du travail des dirigeants offrirait, selon Peters et Wagner, diverses palettes de niveaux de rémunération et d'exposition au risque. D'une certaine manière, ces deux auteurs concluent à l'efficience de ce marché du travail.